Nous avons vu un peu plus haut que les commandos d'élite ont traversé un même processus de duplication de conscience que les héros du film Inception. Ce processus peut conduire les personnages jusqu'au limbe, un niveau de sommeil très profond où la conscience s'égare avec dissolution de sa mémoire. Un niveau d'égarement qui correspond assez bien au monde dans lequel nous vivons. Nous allons nous arrêter un instant sur cette notion de mémoire qui est l'un des ferments essentiels de la personnalité de chaque individu. En réalité, il n'y a pas effacement de mémoire. Il ne peut y en avoir. À l'image de ce qui se fait de plus en plus avec les ordinateurs individuels, dont les programmes et les fichiers sont externalisés dans des serveurs, l'essentiel de la mémoire de chaque être humain n'est pas stocké physiquement à l'intérieur de son corps, que ce soit dans son cerveau, dans son cœur, dans son estomac ou dans tout autre organe ou dans quelconque cellule de son sang qui ferait office de disque dur. En réalité, chaque individu ne stocke en lui qu'une infime partie de sa mémoire réactive qui lui permet d'assurer ses fonctions vitales, instinctives, respiration, rythme cardiaque, etc. Et sa mémoire cache ou mémoire résiduelle qui constitue l'essentiel de sa mémoire interne et qui est en fait consacrée à la gestion tentaculaire en temps réel de ses connexions au réseau. En d'autres termes, cette mémoire résiduelle a en charge la bonne circulation des données que l'individu échange en permanence avec ce que nous pourrions appeler de gigantesques serveurs dédiés. Car l'humanité est connectée à un triple réseau correspondant aux trois intelligences qui composent la personnalité d'un être humain: l'ADN, l'ego et le commando d'élite. Les mémoires de chaque individu, dont dépendent toutes ses fonctions acquises, comportement social, talent, compétences, etc., sont immatérielles. Elles sont donc externalisées sous forme d'ondes. Chaque individu fonctionne de façon autonome, en circuit fermé, tout en étant constamment relié à tous les autres individus. Ce lien s'établit via une sorte d'intranet lié à ce que nous appelons génériquement l'ADN. C'est à travers cet intranet que l'individu va en effet pouvoir échanger, mettre à jour, déposer et puiser instantanément dans un serveur commun certaines fonctions comportementales primaires, comme l'instinct de survie par exemple, mais aussi d'autres facultés qu'il ne pensait pas posséder avant que de devoir les utiliser, notamment dans des situations extrêmes. Ceci est la première connexion qui appartient au domaine de ce que nous avons choisi d'appeler de façon approximative l'ADN et qui donne accès à la mémoire primordiale de l'être. D'autre part, l'individu est relié à un réseau secondaire, sorte d'extranet composé d'une infinité de serveurs. Le virus humain, l'ego, accède à l'extranet par une fréquence d'accès qui lui est originellement réservée. Cet extranet lui permet d'ouvrir un compte attitré où il pourra déposer et récupérer en temps réel ses mémoires individuelles encodées, stockées sur un serveur confidentiel qui lui est spécifiquement attribué pour toute la durée de sa vie. Ce compte mémoire personnel sera protégé contre les attaques extérieures et les tentatives d'infiltration de la part d'autres virus humains, sauf à détenir certaines facultés. Les voyants, les médiums parviennent, en se glissant à travers l'astral, en effet à contourner partiellement les pare-feux qui protègent ces mémoires individuelles. Il faut savoir également que ces serveurs dans les terres ne contiennent pas seulement les mémoires du passé, mais aussi les mémoires des futurs potentiels de chaque individu, inhérentes au plan que chacun doit suivre en s'incarnant dans la troisième sphère de densité, c'est-à-dire dans ce que certaines religions appellent le purgatoire. En outre, l'extranet met des serveurs de partage à disposition de tous. Toutes sortes de programmations, de conditionnements, de mises à jour et de potentiels acquis par la communauté humaine sont déposés ici en accès libre, téléchargeables automatiquement, ce que l'on appelle la mémoire collective. Ainsi, les troubles de la mémoire qui surviennent avec l'âge ou bien à la suite de chocs violents à la tête ou encore après un AVC proviennent du fait que l'individu ne parvient plus à se connecter correctement à l'extranet. Ce n'est pas sa mémoire qui est défaillante ou détruite. La mémoire en tant que donnée acquise individuellement ou collectivement demeure intacte sur la longueur d'onde qui lui est originellement réservée. Elle est simplement devenue momentanément ou définitivement
partiellement ou totalement inaccessibles, du fait de la dégénérescence neuronale ou de la destruction de telle ou telle zone du cerveau qui a entraîné une détérioration du signal émis sur la fréquence d'accès personnel de l'individu. Cette détérioration a pour effet de brouiller la lecture du compte mémoire dont l'individu est originellement titulaire. Nous en avons pour preuve que bien souvent l'accès aux serveurs de partage non protégés de l'extranet reste possible. Ainsi, dans les cas de dégénérescence, l'accès à toutes les mémoires sera aléatoirement dégradé, tandis que dans les cas d'accident entraînant destruction, l'individu conservera parfois certaines mémoires placées dans des serveurs communs, langage, histoire, comportement, etc., alors qu'il éprouvera les pires difficultés pour accéder à sa mémoire personnelle protégée. Le cerveau n'étant qu'un simple décodeur émetteur-récepteur, il suffirait de trouver le moyen de restaurer sa bonne fréquence neuronale pour que l'amnésique ou même l'aphasique puisse retrouver subitement l'accès à tout son potentiel de mémoire. Le langage, par exemple, est dans un serveur mi-collectif, mi-personnel, du fait qu'il doit dépendre du conditionnement de chaque individu selon l'endroit où il est né. Cela explique pourquoi certaines personnes, au sortir d'un coma, se sont mises à parler une autre langue que leur langue natale. Leur cerveau ayant buggé, il a puisé lors de son redémarrage dans le premier serveur collectif qu'il a trouvé. Voici ce que nous pouvions dire sur la seconde connexion, l'extranet, réservée à l'ego, à savoir au virus humain, dont le siège au sein de l'ADN a été intégré dès le commencement lors de la création génétique de l'animal humain. L'être humain dispose enfin d'une troisième connexion, donnant accès à un réseau pirate qui est l'exclusivité du commando d'élite. Ce réseau permet aux 4 flammes bleues, qui sont les émanations du commando d'élite projetées dans la matrice artificielle, de communiquer entre elles, bien qu'étant séparées sur des plans de densité différents. C'est ainsi que la conscience christique peut s'enrichir de ces nombreuses expériences simultanées en vue d'accomplir sa mission. Le pirate n'est donc pas physiquement infiltré à l'intérieur de l'homme. Comment pourrait-il en être autrement, vu sa nature? Il n'est logé ni dans le cerveau, ni dans le cœur, ni dans l'estomac, ni dans aucun autre organe ou quelconque cellule du sang humain. La conscience christique s'est infiltrée dans chaque individu via l'ADN, par harponnage au moment du premier souffle. Les commandos d'élite utilisent en effet certaines propriétés de l'ADN modifiées par les faux dieux pour s'approprier des points d'ancrage. Ce point d'ancrage fonctionne comme une balise qui émet et reçoit sur une fréquence spécifique un signal continu. Ce signal est mis sur 4 différentes modulations d'amplitude et comme un fil invisible qui relie les 4 émanations de chaque conscience christique. Malheureusement, les faux dieux brouillent les communications de ce réseau pirate. En outre, comme nous l'avons déjà vu, les faux dieux ont pris soin de déphaser chaque balise lors du formatage de l'animal humain qui survient dès la naissance de celui-ci. Ce brouillage et le formatage ont pour effet d'isoler la flamme bleue dans la 3e sphère de densité qui est la nôtre, tout en contaminant le signal à la manière d'un virus qui peut remonter jusqu'à la source. C'est là le vrai danger qui menace les chevaliers et c'est là que réside leur vrai courage. À la lumière de tout ce qui vient d'être dit, nous comprenons que l'intelligence et la personnalité de tout un chacun dépend en fait de l'art que nous avons de disposer et d'agencer à notre façon toutes ces données externes qui composent la mémoire. C'est un art qui dépend lui-même du dosage de ce cocktail particulier que constitue la cohabitation des 3 agents présents en chacun de nous, l'ADN, l'ego et le commando d'élite. Pour illustrer tout ce qui vient d'être dit, je vais vous parler à présent du film Oblivion, dont le titre anglais signifie « Oubli ». L'histoire se passe à un moment où l'humanité a été presque entièrement décimée sous l'effet de ce que nous pourrions appeler un blackout de feu, déclenché par une horde de mystérieux extraterrestres, les Scaves. Ces extraterrestres vont alors créer des milliers de clones à partir du matériel génétique de 2 êtres humains capturés, Jack Harper et Victoria. Tous les 5 ans, des dizaines de couples de Jack
et Victoria sont réveillés et subissent un programme d'effaçage mémoire obligatoire. Programme qui rappelle le formatage des commandos d'élite dont nous avons parlé à maintes reprises. Avant d'être expédiés pour une mission de 5 ans sur des techs, des plateformes entre ciel et terre réparties tout autour de la planète. Comme nous venons de le voir, la mémoire, les sentiments et la conscience d'un être humain ne sont pas des données matérielles ou organiques situées à l'intérieur du corps. Ce sont des informations ondulatoires qui sont stockées à jamais dans des serveurs cryptés auxquels chacun de nous a accès via un code individuel contenu dans son ADN. Selon cette conception, les extraterrestres ont donc brouillé les réseaux neuronaux des clones via le programme d'effaçage mémoire obligatoire dont il est question dans le film, pour leur couper l'accès aux mémoires des Jack et Victoria originelles disponibles dans les terres. Ils leur ont implanté à la place une mémoire factice et limitée. Je précise que les clones ne savent pas qu'ils sont des clones, de même que le virus humain, l'animal humain dirigé par son ego, ne soupçonne pas sa véritable nature de robot biologique. Une fois les 5 années écoulées, les clones retournent dans ce qu'ils croient être leur base. En réalité, à leur retour, ils sont éliminés, tandis que d'autres couples, Jacques et Victoria, tout nouvellement reprogrammés, les remplacent. Ce n'est pas dit dans le film, mais on est en droit d'imaginer qu'après 5 ans, le brouillage mémoire de la programmation des clones perde en efficacité. Pour les extraterrestres, il est donc temps de se débarrasser des copies avant que ne soit rétablie la connexion aux mémoires véritables. La date de péremption, entre guillemets, des êtres humains qui ne dépassent pas 120 ans n'a-t-elle pas été encodée finalement pour ces mêmes raisons? Je rappelle que contrairement à ce que pensent les spiritualistes, qui aiment à parler du cycle indispensable de l'évolution, la mort n'a jamais été là pour permettre l'évolution de qui que ce soit. Voilà bien une idée ridicule qui nous place dans la même attitude d'ignorance naïve que les clones d'Oblivion. La mort du virus humain n'arrange que les faux dieux qui nous ont créés et conditionnés pour que nous acceptions d'être de bons esclaves respectueux des commandements du livre. Comprenez-vous pourquoi dans les sociétés traditionnelles où la multiplication des ondes artificielles, téléphonie, Wi-Fi, etc., n'ont pas encore causé leurs dégâts, les médicaments et l'alimentation industrielle leur ravagent, les personnes âgées sont considérées comme des sages. La sagesse ne s'acquiert pas avec l'expérience, alors c'est simplement parce que, avec l'âge, les connexions à l'extranet, le réseau de l'ego, se font de manière de moins en moins fluide en raison de la dégénérescence naturelle de l'ADN. Par conséquent, le commando d'élite en chacun de nous reconnecte plus facilement avec ses mémoires à travers ce que j'ai appelé le réseau pirate. Ainsi, au crépuscule de nos vies, chaque jour qui passe voit l'ego s'étioler tandis que le pirate s'éveille. À l'instar des Scaves, ces extraterrestres du film Oblivion qui doivent se débarrasser des clones au bout de 5 ans, des faux dieux ont programmé la mort de l'être humain de façon à empêcher le commando d'élite d'atteindre l'éveil et de sublimer l'ADN. Dans le film, plusieurs générations de clones se sont déjà succédées sur au moins 52 plateformes à travers la planète. Dans notre réalité, la manipulation s'étend sur des milliards de systèmes étanches les uns des autres depuis des milliards d'années, le temps et l'espace étant deux notions relatives. La matière noire, la matrice des faux dieux, l'univers visible, est en expansion comme une tumeur qui grossit à l'infini. C'est pourquoi les consciences christiques n'ont pas d'autre choix que de l'infiltrer pour en découdre. Or, nous l'avons vu, les périodes propices pour atteindre cet objectif surviennent tous les 1000 ans à l'approche du retour du roi, l'Antéchrist, juste avant le déclenchement des fameux blackouts. Alors que sa mission de 5 ans touche à son terme dans quelques jours, le clone Jack Harper du Tech 49 se pose de plus en plus de questions. La nuit, pendant son sommeil, ses rêves sont hantés par le souvenir d'une femme. Notez bien que c'est pendant son sommeil qu'il se réveille finalement. Mais ce qu'il ignore, c'est que cette femme était le grand amour du véritable Jack Harper original.
Cela conforte ce que nous avons dit un peu plus haut. Ses mémoires originelles sont en train de lui revenir. Bientôt, le brouillage neuronal ayant de moins en moins d'effet sur les autres clones de sa génération, tous les souvenirs du vrai Jack Harper seront accessibles à tous. La même signature génétique donnant accès à la même base de données personnelles, les prises de conscience des clones seront alors partagées sur le même serveur originel. Reliés entre eux par une connexion à un serveur commun, les clones partageront alors une seule et même conscience, intégrant la conscience du Jack Harper originel. Il en est de même pour les commandos d'élite qui se sont projetés à 4 reprises au sein des 4 différentes souches de la matrice artificielle qu'ils ont traversée. La conscience christique qui est en nous est reliée par un fil invisible aux 4 autres projections d'elle-même. De la même façon que les clones vont évoluer ensemble dans la connaissance et l'éveil, chaque copie de notre flamme bleue sera capable de transmettre ces informations à travers toutes les sphères de densité de la matrice. Ainsi, il suffira qu'une seule flamme bleue s'éveille à la vérité, devienne blanche, dans un plan de la matrice artificielle, quel que soit ce plan, pour que toutes les autres répliques disséminées dans les autres plans finissent par être impactées avec un décalage temporel plus ou moins grand selon la densité vibratoire de la dimension dans laquelle elles se trouvent. Il semble que nous assistions en ce moment même, chez beaucoup de personnes, à ce processus de captation d'informations voyageant sous forme de rayonnement cosmique à travers les différentes sphères de densité. N'avez-vous pas remarqué en effet l'éveil progressif d'un grand nombre de personnes autour de vous qui se posent des questions qu'elles ne se seraient jamais posées auparavant? Cette évolution des consciences, qui pourrait s'étaler sur plusieurs décennies dans notre réalité dense, durera sans doute quelques jours dans une dimension supérieure, quelques minutes dans la couche d'espace-temps suivante, et l'espace d'un flash sur un plan plus proche de la matière de lumière. Finalement, à cause de ce décalage et avec le phénomène de compression et d'accélération globale qui survient à l'approche des blackouts, l'effondrement de notre zone de la matrice artificielle pourrait intervenir, il pourrait même avoir déjà eu lieu sans que nous en soyons encore conscients ici-bas et sans que nous puissions en expliquer la raison, mais en ayant toutefois largement contribué à cet événement via un autre nous-mêmes situé dans une autre dimension. Dans Oblivion, les scaves, les extraterrestres, sont conscients du danger que représente la connexion des dizaines de clones de Jack Harper et Victoria disséminés sur toute la surface de la Terre. On comprend mieux alors pourquoi les clones sont surveillés par leur créateur qui communique à distance avec eux sous l'apparence d'une femme du nom de Sally. À chaque communication, une question rituelle est posée à chaque clone, Victoria, chargée des transmissions sur chacune des plateformes. Est-ce que vous faites une bonne équipe? Est-ce que vous faites une bonne Victoria répond alors. Nous faisons une bonne Sa équipe. voix est scannée et analysée et son intonation est comparée à celle de ses autres réponses pour vérifier que tout est bien effectivement sous contrôle. Finalement, l'éveil de conscience de Jack Harper, 49, clone apparemment défaillant, l'amènera à découvrir la vérité. Je t'ai créé, Jacques, je suis ton Dieu, le défie son créateur extraterrestre lors de l'ultime confrontation à l'intérieur du vaisseau mère où des milliers de clones en état de stase flottent dans des incubateurs artificiels. Va te faire foutre, répond le Jack Harper 49 à son créateur. Je suis ton Dieu, voilà bien le commandement suprême des faux dieux. Comme Jack Harper, nous allons devoir nous aussi débarrasser nos égos de toute cette programmation religieuse. Nous allons devoir trouver la force de briser ce piège qui empêche la flamme bleue d'embraser le monde par la force de son amour et de devenir blanche enfin en s'éveillant à la vérité. La religion, avec ses fidèles, j'intègre ici les religions laïques comme la franc-maçonnerie, etc. La politique avec ses militants, l'art avec ses fans, le sport avec ses supporters, sont les 4 cordes qui permettent de faire danser tour à tour l'humanité et de l'entraîner au moment voulu sur la pente du fanatisme. Ma préférence ira encore pour l'art et pour le sport qui ont
tout de même provoqué moins de carnage que les deux autres. Est-ce que vous faites toujours une bonne équipe?